Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et on continue les previews. Oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas entendu. Eh bien, c'est normal parce que il s'est passé quand même pas mal de choses. À chaque épisode, je vais vous le répéter, mais c'est vrai que là, ça continue. Hein. Pas mal de joueurs qui ont décidé de ne pas jouer, des conférences qui ont annulé leur saison en automne. Donc voilà, c'était toujours difficile de réenregistrer un épisode avec toujours des news qui tombaient presque chaque heure en fait. Puis il y a eu aussi les vacances, le mois d'août, on le sait tous, mais on est là pour la rentrée et on va vite continuer avant que ça démarre parce qu'il y a des conférences qui vont bien entendu jouer en automne. On se demande lesquelles, pas difficile de deviner. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la SEC, la ACC Est, la division Est, qui comporte comme équipe bien, les Gators de Floride, bien entendu, de notre cher ami Guillaume, qui nous les présentera tout à l'heure, les Kentucky Pull Wildcats, up. les Missouri Tigers, les Georgia Bulldogs, Georgia, on en parle tout le temps, les South Carolina Gamecocks, les Volunteers du Tennessee et les Commodores de Vanderbilt. On va démarrer tout de suite justement avec Tennessee, les Volunteers. D'ailleurs, Tennessee, on passe un bonjour à Vols France, donc le compte de Tennessee France qui est sur Twitter, qu'on vous invite bien entendu à aller suivre. C'est un bon ami à nous. Et Tennessee qui seront présentés aujourd'hui par notre ami Augustin. Donc merci à toi Elio. Partons du côté de Knoxville dans le Tennessee pour parler des Volunteers. Alors la saison dernière, les Vols ont gagné 8 matchs et ils en ont perdu 5, avec notamment un début de saison dégueulasse qui a fait beaucoup parler dans le monde du college football à cause d'une défaite face à l'ogre de Géorgie, j'ai nommé Georgia State, pardon, sur le score de 38-30. Défaite honteuse de Tennessee. Rien à dire sur ce match, c'était vraiment n'importe quoi. Puis lors de la week 2 aussi, ils ont perdu face à BYU en double overtime. Donc bref, un début de campagne 2019 qui a été catastrophique du côté du Tennessee. Les autres défaites sont face aux cadors de la division, face aux rivaux Florida et Georgia sur des scores fleuves, et aussi face à Alabama. À chaque fois, c'était des matchs avec des écarts de plus de 20 points, comme chaque année, j'ai presque envie de dire. En revanche, je suis obligé de notifier le fait qu'ils ont fait une super fin de saison avec un run de 6 victoires, dont une victoire lors du Tax Slayer Gator Bowl face à Indiana 23-22, qui vient un petit peu mettre, on va dire, du baume au cœur après une saison dégueulasse. Je passe faire un petit rapide tour au niveau de l'intersaison. Alors, Tennessee nous a habitués ces dernières années à, comment expliquer, à avoir quelques problèmes extrasportifs, notamment concernant le comportement de ses joueurs. Et c'est pas des petits problèmes, ce sera un euphémisme de le dire, parce que leur nose tackle, Emmett Gooden, qui était un titulaire indiscutable, la ligne défensive, a été viré après avoir frappé sa petite amie, et ainsi que Tim Jordan, le running back, Emmett Godin qui était présent dans la dans saison 2, je crois, de la de la chaîne Suo, ouais. CNCO. Ouais. Ouais. Et aussi Tim Jordan, le running back, qui lui possédait une arme à feu illégalement, ainsi que de la drogue. Alors certes, Mais ne nous parlerais-tu pas du programme de Floride? bah, c'est les rivaux, hein, donc toi, il y a toujours un lien indirect avec la Floride. On se refait pas, hein, comme on dit. Bref. Même Donc, là-dessus, ils sont moins bons que nous. Qu'est-ce que tu veux? donc alors certes, l'année du côté de Knoxville a été compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif, mais est-ce qu'on peut être pour autant pessimiste? Je ne pense pas. Alors, la première raison, on va dire, de mon optimisme sur l'année à venir des Vols, déjà, c'est les classes de recrutement. On sait très bien que c'est le nerf de la guerre, pardon, en college football. Et le head coach a vraiment pris conscience de cela. Et les Vols, en fait, ils accumulent les 5 et les 4 étoiles depuis la classe de 2019. Preuve que leur programme attire encore du monde. Et ça risque pas de s'arrêter puisque on a souvent le droit à d'énormes commits. On a surtout aussi le droit à des décommits la moitié du temps. Il y a une période là, cette année, où la moitié des commits de Tennessee sont partis.
Aussi, mais toi, à titre d'exemple, en 2019, ils ont attiré deux top 20 au niveau national, au niveau de la ligne offensive, euh, dont je vais parler maintenant, parce que l'énorme force de l'équipe cette année sera la ligne offensive. On pense tous en tête de gondole à Trey Smith, l'offensive guard, qui lui aussi est promis à un premier tour en NFL et il s'affiche d'ores et déjà comme l'un des meilleurs du pays. Il sera accompagné de l'offensive tackle Cad Mays, qui est en provenance d'Alabama, qui a un transfert d'Alabama et qui était lui aussi un des meilleurs joueurs du pays à son poste dans sa classe de recrutement. Comme je viens de le dire, Robin, euh, leur classe 2019 leur a donné deux O-line 5 étoiles dans les personnes de Darnell White et de Vania Morris. Ce dernier, lui, a déjà joué des snaps l'an dernier en tant que titulaire. Donc, à Knoxville, il y a de l'expérience et du talent euh, pour, on va dire, le plus grand bonheur de leur quarterback, Jarrett Garantano. Au niveau de la défense, je continue sur les forces. Il y a une très bonne escouade de linebackers avec Henry To'o, difficile à prononcer celui-là, qui est le middle linebacker de cette défense, véritable patron, un énorme run stopper, et aussi Quavaris Crouch, euh, qui ont fait un sacré travail au niveau du jeu à la course l'an dernier. Donc on pourrait dire que ça sera une des qualités de cette défense l'an prochain. Alors maintenant, on va passer à ce qui est un peu plus compliqué à Tennessee. Le poste le plus important du football américain, c'est le poste de quarterback. Et on ne peut pas dire que Guarantano soit véritablement un joueur qui met de côté nos incertitudes. Alors, Guarantano, c'était une des stars du recrutement en 2016 ou en 2017, s'il me semble. Là, il rentre dans son année senior et il devra confirmer en fait, les espoirs qu'on lui a toujours placés en lui. Il me semble qu'il était le premier quarterback double menace de sa classe. L'an dernier, il avait lancé 16 touchdowns pour 8 interceptions. Bon, c'est beaucoup trop pour qu'il puisse carry son équipe. Reste à savoir si maintenant sa ligne offensive est plus forte que jamais, lui donnera un petit peu plus d'assises pour prendre du temps et lancer à ses receveurs. Sauf que ça ne sera pas suffisant parce que ses deux principales cibles de l'an dernier au poste de receveur sont partis à la draft. Il va falloir donc que des receveurs se démarquent et on ne les a pas vus l'an dernier puisque tous les ballons étaient focalisés sur les receveurs Jennings et Marquis Callaway. Donc voilà, en attaque, hormis la ligne offensive, il y a trop d'incertitudes et ça risque vraiment de peser. Au niveau de la défense, la grosse faiblesse, ça sera le pass rush, parce que déjà, il y a Mick Gooden qui a frappé sa petite amie et qui a été logiquement viré de l'équipe. Et Darrell Taylor qui a été drafté au deuxième tour, rappelez-vous, par les Seahawks, un petit peu à la surprise générale. Donc voilà, quand on connaît l'importance de ce secteur aujourd'hui dans le football américain, ça fait un petit peu peur et on ne sait pas vraiment vers quel joueur on s'avance. Je suis allé un peu regarder sur Internet avec les insiders de Tennessee. Il n'y a pas de mec annoncé titulaire encore. Au niveau du calendrier, alors ça ne nous aura pas échappé, Tennessee joue en sec. Donc qui dit sec dit gros calendrier. Ils se déplaceront du côté de South Carolina, Georgia, Arkansas, Auburn et Vanderbilt et recevront Missouri, Kentucky, Alabama et Florida. L'objectif pour moi, ça sera de glaner 6 victoires pour pouvoir se qualifier à un bowl en fin d'année si cela se fera. Dans ces 6 victoires, donc évidemment victoire face aux Gamecocks, face à Missouri, Kentucky, Arkansas, Vanderbilt. Je vois bien une victoire face à Texas A&M, on va dire comme grosse équipe qui pourront battre. Mais sinon, je vois que des défaites face aux autres cadors qui sont Georgia, Alabama, Auburn et Florida. Bien que ça serait assez intéressant et ça peut-être donnerait un petit peu plus d'élan pour ce programme qui a été habitué à perdre face à des équipes comme Georgia ou Florida ces dernières années, de peut-être gagner ce match ou d'aller le chatouiller le plus possible ces deux équipes. Et je pense qu'une victoire devrait être viser une victoire face à ces deux équipes devrait être le moteur des joueurs cette saison. Donc voilà, c'était ma preview des Vols. Merci beaucoup, Tennessee, qui est toujours resté une équipe très très populaire aux États-Unis. Il y a beaucoup de fans de Tennessee. Vous pouvez le remarquer sur les réseaux ou quand vous allez dans le pays.
On va passer tout de suite par une autre équipe de cette ACC East. Une équipe pour qui, on va dire, c'est légèrement beaucoup plus compliqué que Tennessee. C'est les Vanderbilt Commodores, l'ancienne équipe du quarterback GOAT Jay Cutler, qui seront présentés aujourd'hui par notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy. Batou, c'est à toi. Eh ben merci. Donc on reste dans le Tennessee pour parler de nos amis des Commodores de Vanderbilt. On va dire que c'est quand même l'équipe la plus faible de la conférence, mais qui apporte un peu de prestige au niveau académique, puisque Vanderbilt est une petite fac privée, à un niveau académique très prestigieux. Donc voilà, ça remonte un peu le niveau de Alabama ou Ole Miss, bien évidemment. Qui dit niveau académique élevé dit forcément recrutement un petit peu plus compliqué, et forcément ça se sent dans les résultats. Donc l'année dernière, pour la 6e saison de Derek Mason à la tête des Commodores, un bilan de 3-9, dont 1-7 dans la SEC, avec une seule victoire contre Missouri. Donc c'est grosso modo le bilan depuis que Derek Mason est là. Je veux dire, c'est pour ça que son siège est quand même chauffe beaucoup en ce moment. C'est que les saisons s'enchaînent sans réelle amélioration pour Vanderbilt, et là ça va être de pire en pire, puisque comme la SEC ne joue que des calendriers intra-SEC, et forcément le calendrier est devenu plus compliqué pour Vanderbilt. Donc on fera un peu le bilan à la fin, mais voilà, je vous préviens, spoiler alerte, à mon avis, ce sera une saison à 0 victoire pour les Commodores. Donc 7e saison pour Derek Mason à la tête du programme, et peut-être la dernière, puisque, comme je l'ai dit, les résultats ne sont pas là, dans un programme qui joue dans une conférence très compliquée et qui a du mal à lutter à armes égales, malgré parfois des recrutements intéressants. Donc Derek Mason a décidé de séparer les 2 coordinateurs offensifs et défensifs pour les remplacer par 2 coordinateurs avec beaucoup d'expérience. Je pense qu'il veut gagner. Il sent que c'est un peu la saison de la dernière chance, donc il va apporter beaucoup d'expérience. Donc Ted Roof arrive au poste de défensif coordinateur, donc un ancien head coach de Duke qui est connu pour des défenses très agressives. Malheureusement, avec peut-être le manque de talent par rapport aux attaques en face, ça peut être un petit peu compliqué. Au niveau du coordinateur offensif, c'est Todd Finch qui arrive en provenance de Louisiana Tech, qui lui a remis l'équipe sur les bons rails. Les Louisiana Tech qui a terminé avec un bilan de 10-3 l'année dernière, donc un bon bilan, et je pense que ça a tapé dans l'œil de Derek Mason, qui pareil veut mettre son quarterback dans les meilleures conditions. On viendra sur le poste de quarterback un petit peu plus tard. Au niveau des défenses, il y a eu un départ du trio un peu de playmaker offensif qui va faire beaucoup de mal à l'attaque. Keyshawn Vaughn, pour commencer, qui est parti au 3e tour chez Tampa Bay. Kalisha Lincoln, le receveur, et le tight end Jared Pinkney, qui à eux trois a été un peu les gros playmakers et les grosses stars à l'attaque, et qu'il va falloir remplacer, et ça ne sera pas chose aisée. Au niveau des arrivées, alors en termes de grade transfert, on peut noter l'arrivée de Tyrell Alexander en provenance d'Oklahoma State, donc un joueur que je connais bien, qui devrait apporter de la profondeur à l'effectif des Commodores, sachant que sur toutes ces arrivées de grade transfert, il y a aussi Malik Langham en provenance de Florida et Derek Green en provenance d'Oklahoma. Il n'y a pas d'excellents playmakers, mais des joueurs costauds qui auraient renforcer le tout deep, et on sait que c'est quand même important à ce niveau-là, surtout que on ne sait pas de quoi la saison sera faite, donc avoir des joueurs capables de next man up, comme on dit, de prendre le relais, c'est hyper important, donc ça remettra un peu de profondeur à l'effectif. La grande question cette année, c'est qui jouera au poste de QB. Ça sera forcément un nouvel arrivant, donc soit Ken Seals, un freshman, soit Jeremy Moussa, un junior, donc l'un en provenance d'un lycée et l'autre en provenance d'une JUCO. A priori, le Derek Mason n'est pas encore fixé sur qui va jouer. A priori, ça serait Ken Seals qui devrait tenir la corde, mais on n'en sait pas plus au moment où on enregistre l'épisode. Jérémy Moussa, qui avant d'aller en JUCO avait joué à Hawaï, pour la petite anecdote. Donc Ken Seals et Jérémy Moussa seront bien aidés par Cam Johnson, le receveur un peu star qui était freshman et qui a joué les 9 derniers matchs de la saison en tant que titulaire, et qui devrait être la cible principale cette année. Malheureusement pour eux, la ligne est décimée, alors pas forcément
par des blessures, mais par des retraits suite au Covid. 3 des 4 titulaires ont décidé de opt-out pour la saison, ils ne joueront pas. Et malheureusement, ça veut dire que le quarterback qui sera titulaire sera pas bien aidé dans son rôle cette année, puisque à part Tyler Steen, pardon, le left tackle, ça sera que des guards ou des tackles sans expérience. Et ça va être, je pense, très très compliqué en attaque. En défense, par contre, on a 9 retours. Donc ça va quand même être le point fort de Vanderbilt cette année. Donc notamment Dayo Odeyingbo, pardon, le tackle, qui est le meilleur joueur de cette défense. Je n'ai même pas envie de dire l'encre, pour faire un jeu de mots par rapport au logo de la fac, qui devrait apporter tout son poids à la ligne défensive, sachant qu'il joue avec un 3-4-1, donc on sait l'importance du poste de nose tackle dans ces défenses-là, et donc il fait partie il devrait finir en all-sec à la fin de l'année. C'est un très très bon joueur. Alors je ne sais pas s'il trouvera sa place en NFL les saisons qui suivent, mais en tout cas il devrait faire du ravage cette année. La défense est quand même en fait très expérimentée, mais pas forcément très forte en termes de talent. Linebacker, c'est très compliqué. On parle de Orji, un ancien recrue 4 étoiles un peu phare il y a quelques saisons, mais il n'a jamais vraiment confirmé. Donc il y a plein de points d'interrogation. Et la secondary était absolument horrible l'année dernière, j'ai pas d'autres mots. Mais ils reviennent, donc en espérant qu'ils aient progressé, notamment le senior Taïd Ale, qui est le safety un peu spectaculaire du lot. Mais voilà, ils sont de retour, mais quand le talent n'est pas forcément là, même si c'est des joueurs qui sont expérimentés, des fois ça suffit pas, et je pense que ça sera encore malheureusement le cas pour Vanderbilt cette année. Au niveau du calendrier, malheureusement ça va être compliqué. Donc ils commencent par un déplacement à Texas A&M, puis la réception de LSU, puis de South Carolina. Ils se déplaceront à Missouri. Ils auront une bye week, réception d'Ole Miss, déplacement à Mississippi State, déplacement à Kentucky, réception de Florida puis de Tennessee, déplacement à Georgia. Et qu'on soit très clair, allez, peut-être South Carolina à la maison si ça sourit, ou déplacement à Missouri, ou Ole Miss à la maison. Mais voilà, honnêtement, s'ils font mieux que 1-9, ça sera du domaine du miracle. Et je pense que ça sera la dernière saison pour Derek Mason au sein de ce programme. Voilà, qui a du mal à trouver sa place au sein de la SEC, parce que le niveau académique fait que c'est compliqué de recruter des joueurs, et puis voilà, c'est un cercle vicieux, etc., etc. Le succès que James Franklin avait eu il y a quelques années a du mal à se répéter, et je pense que c'est un des postes les plus compliqués, en tout cas dans le Power 5, parce que c'est tout simplement dur de gagner dans une petite fac privée quand vous rencontrez Florida, Georgia ou Alabama toutes les années. Voilà, donc allez, 1-9 ou allez, 0-10, je pense, pour nos amis de Vanderbilt cette année. Merci Batou. D'ailleurs, je pense que c'est le pire bilan en prédiction qu'on ait eu depuis le début des previews. Un peu compliqué du coup pour nos amis du côté du Tennessee à Vanderbilt. Et tout de suite, on passe enfin, je sais que vous l'attendez tous depuis des semaines et des semaines, parce que l'on sait que la personne qui présente ça est un passionné, et surtout un ravagé plus que passionné. C'est Florida, les Gators, qui vont nous être présentés par leur, entre guillemets, expert, Guillaume. Guillaume, salut à toi. Oui, salut. Donc, effectivement, le ravagé des Gators, je pense que c'est un bon résumé de ce que je suis. Donc, on va parler de mes Gators. Alors, moi, pour le coup, je suis vraiment, comme vous allez le voir pendant ma preview, je suis très, très hypé par cette saison. Donc, on va commencer par un petit flashback sur l'année dernière. Donc, on a commencé notre saison par une victoire face à Miami, 24-20, donc qui était en week 0, donc le premier match de la saison 2019, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 2019. Ensuite, on a enchaîné contre UT Martin, où on gagne 45-0 assez facilement. On est allé à Kentucky, où on gagne sur un match qui, pour moi, est déterminant sur notre saison 29-21. C'est le match où à cette époque, titulaire au poste de quarterback, Felipe Franks se blesse gravement à la cheville. Au fin du troisième quart-temps, où on était mené par plus de 2 TD, si je ne dis pas de bêtises, et où la légende
de Kyle Trask a commencé, où il nous fait un superbe comeback. Donc Kyle Trask, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur, donc c'était junior, il était junior, qui en fait n'avait pas disputé un match, enfin n'avait pas débuté un match en tant que starter depuis son année freshman de lycée. Donc il était derrière Derrick King au lycée, donc le nouveau quarterback de Miami, justement. Donc voilà, donc c'était la grosse inconnue. Il a répondu à toutes les attentes, et évidemment, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, ça a été vraiment le tournant de notre saison pour moi. Ensuite, on est revenu à la maison mettre une petite raclée à nos amis de Tennessee, 34-3. On a battu Towson assez facilement, 38-0. Derrière, on a eu le début de notre gros stretch de la saison où on bat Auburn, qui était alors 7e du pays, 24-13, dans un superbe match. Ensuite, on perd malheureusement face à LSU, 42-28. Si je dis pas de bêtises, on a eu une deuxième mi-temps assez compliquée où en fait nos deux DN de titulaires notamment étaient blessés. Donc déjà que l'offense de LSU n'avait pas besoin de ça pour performer, avec ça c'était quasiment mission impossible. Mais seule petite éclaircie, on va dire, si je dis pas de bêtises, on a été la seule équipe de tout le college football en 2019 à mener face à LSU en deuxième mi-temps. Donc ça fait un peu à palmarès des Gators, on a mené face à LSU, mais c'est quand même une petite anecdote assez sympa. Donc ensuite, donc on perd à LSU, voilà. Ensuite, on va gagner à South Carolina chez notre ancien coach Will Muschamp, 38-27. Derrière, malheureusement, on perd contre Georgia, 24-17. Toujours autant de mal face à Georgia. Ça t'a fait mal, ça. Ça m'a fait mal parce que j'étais vraiment. Avec le match en fait, avec le stretch qu'on a eu Auburn, LSU, South Carolina, même avec la défaite face à LSU, ça donnait vraiment. Dans ma tête, c'était cette année. C'est bon, on va enfin les rebattre. Malheureusement, non. Comme je l'ai souvent répété dans d'anciens podcasts, Jake Fromm, il fait un match par saison, c'est contre nous. On va lui reconnaître ça. Il fait un très bon match face à nous. Il gagne, félicitations à eux. Donc il gagne 24-17. Face à Vanderbilt, 56-0, ça passe. Hop. Missouri, 23-6, hop. Et la cerise sur le gâteau, le petit bonbon à la fin du repas, la victoire 40-17 face à FSU, pardon. Il n'y a même plus de match en ce moment face à FSU, de toute façon, c'est limite. J'ai quasiment la même hype pour les matchs contre FSU que contre Missouri. Non, même pas Missouri, parce que Missouri, on perdait tout le temps face à Drew Lock. Donc j'étais content. Là, contre FSU, ça fait 2 ans qu'on leur met plus de 40 points, donc voilà. Donc avec tout ça, on finit au Capital One Orange Bowl, qui est un New York Six Bowl, et, contre l'Université de Virginie, et on remporte le match 36-28. Donc voilà, une bonne saison où vraiment les 2 matchs un peu charnières, on passe pas ce cap qui pourrait nous faire arriver en play-off. Donc c'était un peu dommage. Donc on finit la saison 8e à l'Epipole. 6e, je crois, dernier classement Epipole. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler. Non, pas 6e. 6e, c'est nous. C'est Oregon. 6e, c'est vous? Donc c'est 8e ouais. alors. Ouais. Donc on va parler des joueurs qui sont partis à la draft ou qui ont tout simplement quitté le programme. Il y en a quelques-uns. Donc évidemment, CJ Anderson qui est parti aux Jaguars avec le 9e pick. On a Van Jefferson, mon chouchou de l'année dernière, le receveur qui est parti aux Los Angeles Rams. Donc vous pouvez actuellement le voir sur Arnold d'ailleurs. Si vous ne soyez même pas étonné s'il finit titulaire pour la week 1. Donc avec le 57e choix, Jabari Zuniga qui part avec le 79e choix chez les Jets, Jonathan Greenard avec le 90e à Houston, L'Amical Perrine, le running back avec le 120e aux Jets aussi, et à la fin de la draft, Freddie Swain qui part avec le 214e pick aux Seahawks, et Tyree Cleveland avec le 252e choix aux Broncos. Donc, en plus de ça, on a perdu un autre de nos receveurs qui s'appelle Josh Hammond, qui est parti aux Jaguars, si pas de bêtises, en undrafted free agent.
On a perdu notre leader en défense, notre middle linebacker David Reese. Et on a perdu notre centre Nick Buchanan, qui n'a pas été drafté, n'a pas été pris. Donc ça, c'est les départs. Donc on va parler des arrivées maintenant. On fait une belle classe, la 9e du pays. Malheureusement, la 6e en SEC. C'est dire à quel point la SEC domine au niveau du recrutement du pays. Ça faisait longtemps, donc on va le noter. Gervon Dexter, le 3e meilleur D-tackle du pays. 5 étoiles. 5 étoiles, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Sur notre roster de l'an dernier, on avait 0 5 étoiles. Quand les mecs sont arrivés à l'université, 0 5 étoiles. Donc ça fait du bien. Derek Wingo, un linebacker 4 étoiles. On perd un Anderson, on récupère un Anderson. Donc on a le petit frère de CJ qui s'appelle Xavier, qui est receveur. Ça devait être sympa chez les jeunes, d'avoir le père en tant que quarterback et les deux petits frères qui se la donnent, un receveur corner. Et derrière, on a le quarterback 4 étoiles aussi, Anthony Richardson, qui, si je dis pas de bêtises, va être dans la prochaine saison de QB1. Donc vous pourrez le suivre. Et après, on a été assez bon aussi. On a beaucoup 4 étoiles. Hein. On a aussi recruté le defensive tackle Lamar Goods, qui était le coéquipier du français Wilfried Penney à Saint Thomas More, dans le Connecticut, pour la petite anecdote. Et après, on a été aussi très actif sur le portail des transferts, où on a récupéré par exemple Lorenzo Lingard, un ancien 5 étoiles de Miami, Stuart Reese, un ancien 3 étoiles, mais considéré comme 4, c'est un peu particulier, de Mississippi State. Justin Shorter, un ancien 5 étoiles de Penn State en receveur. Et Brenton Cox, qui a enfin eu son waiver après l'avoir attendu toute la saison dernière, en provenance de Georgia, qui est un outside linebacker 5 étoiles à la sortie du lycée. Donc une belle classe, des beaux arrivants. Donc maintenant, on va détailler un peu les forces et les faiblesses de cette équipe. Donc tout d'abord, en attaque. Donc pour moi, les forces de cette attaque, ça va être d'un côté Kyle Trask, au poste de quarterback. On va avoir son compère, l'autre Kyle Pitts, qui est selon moi et selon beaucoup le meilleur tight end du pays. Et pour moi, le gros point, notre gros avantage en attaque, c'est Dan Mullen. Dan Mullen, notre head coach, qui sert aussi de coordinateur offensif, qui a remis notre programme sur pied depuis 3 ans. C'est pour sa 3e année là. C'est vraiment pour moi, c'était aussi le coordinateur offensif des années Tim Tebow, pour les plus anciens. Pour moi, cet homme est un génie. Il a récupéré un programme dégueulasse qui faisait 4-8 ou 4-7, et en une année, il l'a transformé en programme à 10 victoires par son analyse offensive assez impressionnante. Les points où il va falloir, qui sont coup-ci coup-ça, on va dire, c'est au poste de running back, où on perd l'Amical Pirine, mais on récupère donc Lorenzo Lingard de Miami et notre numéro 2 de l'année dernière, Damian Pierce. Donc on aura une belle running back room, mais la running back room sans sa O-line, c'est rien, et c'était vraiment le gros point d'interrogation pour cette année, la O-line, qui était vraiment pas terrible pour être assez gentil l'année dernière. On a vu des progrès, mais c'était vraiment pas suffisant dans les gros matchs. C'est ce qui nous a beaucoup handicapé. C'est ce qui a pour moi fait perdre pas mal de place à la draft à Pirine, parce que du coup il n'a pas une belle saison. Il est obligé de casser 3 ou 4 plaquages pour prendre 5 yards. C'est pas possible, quoi. Et le poste de receveur qui va être à moitié une énigme, dans le sens où on perd nos 4 titulaires. Donc quand les personnes de Van Jefferson, Freddie Swain, Terry Cleveland et Josh Hammond. Mais vu notre effectif et notre façon de jouer, il y avait beaucoup de rotation au poste de receveur, donc même ceux qui restent, donc Trevon Grimes, Jacob Copeland ou Kadarius Toney, ils ont eu des reps, ils ont l'habitude de jouer, donc ils ont déjà de l'expérience. Après, avec les petits qui arrivent, moi je serais pas étonné de voir Xavier Anderson prendre quelques reps, et c'est par-ci par-là.
Donc voilà, en attaque, ça va être à peu près ça. En défense, on a perdu du monde aux 3 niveaux, mais on a encore du monde. La seule petite interrogation, ça va être au poste de middle linebacker, où de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et de ce que les gens là-bas ont pu me dire, ce qui me hype pas mal, c'est un joueur qui s'appelle Mohamed Diabaté, qui jouait en tant que edge rusher l'année dernière, qui est un monstre athlétique et qui potentiellement serait considéré maintenant comme un middle linebacker. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Au poste de DB, on a pour moi un des meilleurs freshmen de l'année dernière avec Kairi Lam, qui s'est vraiment révélé, notamment sur le ball game, en l'absence de CJ Anderson, qui met d'ailleurs le pic pour sceller la victoire de l'équipe. Et sur la D-line, on devrait avoir toujours une D-line aussi imposante, aussi performante. Et donc, tout ça emmené par le coordinateur défensif Todd Grantham, qui le Doctor of Blitz, comme on l'appelle en Floride, qui aime beaucoup mettre de la pression, mais avec le revers de la médaille, on est très peu performant sur les 3e downs, et longues notamment, parce qu'on veut être trop agressif, et on s'est fait avoir plus d'une fois sur les 2 dernières années. Donc c'est ce petit truc-là qui fait vriller, on va dire, pas mal de fans des Détentes. Donc voilà à peu près pour les qualités et les défauts de cette équipe. On va passer à la prédiction pour 2020. Donc pareil, le même calendrier intra-conférence. Donc on va commencer à Ole Miss. Pour moi, c'est une victoire, tranquille. Valentin, d'ailleurs, prépare ton argent pour me payer mon maillot. Dommage qu'il ne soit pas présent ce soir, ça aurait été sympa. Ouais, ça peut être sympa. La prédiction a été sympa. Ah, mais il le sait. Il se ment, mais il le sait. On reçoit South Carolina. Pour moi, une victoire. On va à Texas A&M, donc dans un match qui pourrait être compliqué, mais je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir. Je pense qu'on a un roster en globalité meilleur que Texas A&M, donc je pense que ce match-là va être une victoire. On va à LSU, donc dans un match qui aurait pu être piège, je pense qu'avec les dernières informations qui nous sont parvenues, avec notamment Ja'Marr Chase qui a décidé de ne pas jouer cette saison, je pense que ça fait vraiment beaucoup trop pour cette équipe. Dans leur attaque, je crois qu'ils ont pu quasiment. Je crois qu'il leur reste que Terrence Marshall, à leur receveur, qui a déjà joué l'année dernière. Sinon, c'est quasiment que des nouveaux. En défense, la défense, elle a pris un sacré coup aussi. Donc, moi, je suis d'accord que Derek Stingley est un excellent joueur. Mais à moins qu'il se croit en high school et qu'il fasse double plateau et qu'il fasse QB et receveur, qu'il s'envoie ses propres ballons, qu'il fasse un pick, qu'il envoie du pick 6, je pense que cette année va être un peu quand même compliquée pour LSU. D'autant non, mais LSU, de toute manière, pardonne-moi de te vas-y. couper, mais c'est vrai qu'on en parlera dans la SEC West, mais LSU, oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Miles Brennan, le nouveau quarterback, enfin, il y a tout de compliqué à LSU et clairement, moi, je suis ton avis, Guillaume, c'est que vous avez largement les moyens, enfin, vous êtes même au-dessus pour les battre cette saison, en tout cas. Et d'ailleurs, j'ajouterais juste ça par rapport à l'actualité, qu'il y a eu des rumeurs de Miles Brennan qui aurait qui aurait peut-être décidé de skip la saison pour se présenter à la draft, mais il aurait démenti. Donc voilà. Alors, je pense qu'il a on va en démentir parce détailler que mais en carrière, il a un TD pour 3 interceptions, le garçon. Donc, si Non, tu mais connais la draft avec ça, vas-y. en fait, il fait partie d'un groupe à LSU. Ok, Ils d'accord. sont Ok. plusieurs à hésiter. Donc voilà, c'est pour dire à quel point il y a des incertitudes du côté de la Louisiane, quoi. Et après, donc, vous devriez profiter, du coup. voilà, je pense que ça devrait aller. Et en plus, moi, pour petit aparté, je suis pas un grand fan de leur coach avec la grosse voix, Ed Orgeron. Et je suis pas sûr que ce soit un coach élite qui peut te faire gagner une équipe avec un. Enfin, c'est un coach qui gagne la championnat national quand même. Oui, c'est un coach qui gagne un championnat national, mais faut pas non plus oublier que un an avant, il était sur le hot seat. Tu vois, donc ça demandait sa tête partout en Louisiane.
et ça réfléchissait beaucoup à le virer. Donc, il a eu une année on en où il y avait tout parlera. pour lui. Vas-y, on en parlera plus tard. Tu nous spoil le prochain épisode. C'est vrai, pardon. Je vais continuer du coup. Sur le calendrier. Voilà, sur le calendrier. Donc, du coup, après ce match contre LSU, ah non, j'ai dit une bêtise. LSU, on les reçoit. On reçoit Missouri. Donc pour moi, tu vas être une victoire. Et là, le tournant de notre saison, le match contre Georgia. Toujours logiquement, en tout cas, toujours en terrain neutre. Moi, je vais nous enfin donner cette victoire parce que j'y crois, je le veux. Je ne sais pas si j'y crois ou si je le veux le plus, mais je vais nous la donner. Je pense que c'est maintenant. Cette année, Georgia, ils ont perdu leur quarterback. Il y a la place. Ils ont perdu du monde. Pour moi, il y a vraiment la place de les battre cette année. Ensuite, moi, un match qui va... Puisqu'en plus, on vient d'apprendre que Newman allait out pour la saison et qu'il jouerait pas et que ça allait être JT Daniels qui sort quand même une saison qui est blessé. Mais pourquoi tu m'empêches de réagir quand il y aura la preview de Georgia? Je voulais rire fort. Je suis désolé. Pardon. Je spoil. Ouais, donc voilà. Donc votre MVP candidate, Heisman Trophy, first round pick, machin, il joue pas. Voilà, comme ça, je vous embêterai pas avec ça quand il y aura la preview de Georgia. Donc je reviens, un match très... Merci d'avoir spoilé ma preview, merci. Ah bah c'est pas moi, on l'a dit avant. On l'a dit avant pour Newman, c'est pas moi. Merci Batou. Pour LSU, c'est moi, mais pas pour Georgia. On vous fait plus passer au début la prochaine fois, c'est terminé tout ça. Donc, je vais y arriver. Mon match qui va vraiment m'intéresser énormément, parce que qui me tient énormément à cœur, ça va être une victoire, je pense, assez facile, mais on va recevoir Arkansas. Donc Arkansas, qui est la destination de Felipe Franks, notre ancien quarterback, qui a transféré là-bas. Qui pour moi, je le répète, je le dis, Robin, tu n'auras même pas besoin d'avoir la preuve écrite, tu as la preuve orale. Pour moi, Felipe Franks va être drafté l'année prochaine. Il a toutes les qualités pour, on s'en fout, c'est pas la preview d'Arkansas. Derrière, on va à Vanderbilt, une victoire. On reçoit Kentucky, une victoire. Et on va à Tennessee, une branlée. Donc, si mes calculs sont justes, on passe d'une équipe à 0-10 avec Vanderbilt à une équipe à potentiellement 10-0 avec Florida. Je pense que c'est cette année. Cette année, pas ou jamais, parce que l'avenir du programme est très bon. Mais je pense que c'est cette année qu'on passe le cap et on va en playoff s'il y a des playoffs. Donc voilà, pour moi, c'est cette année, c'est maintenant. Je vais avoir le droit au bonheur. On va aller en playoff, on va être champion. J'en ai rien à foutre. Go Gators. Petit dilemme, du coup, tu préfères voir Felipe Franks drafté ou les Gators en playoff? Et moi, j'aurai les deux cette année, non? Ça se passe comment? Mais non, mais je vais avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas beau, ça? C'est très beau. Et si je peux avoir la bague avec le cul de la crémière avec, je te jure, je prends. On prend toujours. On prend toujours. Donc voilà. Merci beaucoup, Guigui. Bon, dites-vous bien une chose, je risque de passer une bonne partie de la saison en présence de ce type et si Florida gagne, oh là 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 là. Mais déjà, tout le monde, bloquez-moi sur les réseaux sociaux si on passe en playoff, bloquez-moi tous, les amis. Et les auditeurs, pareil, je vais être insupportable. Insupportable. En tout cas, comme vous pouvez voir, à Gainesville, tout va bien, hein, ça ne change pas. Rien. Mentalement, tout va bien. On va passer du coup du côté du Missouri. On va se calmer un peu, descendre d'atmosphère. On va passer du côté de Missouri, chez les Tigers de Mizzou, qui seront présentés par notre ami Robin d'Oregon. Robin, salut. Salut à tout le monde. Écoute, c'est vrai que je dois vous avouer que ça ne sera pas la même preview que Florida. Donc, pour faire un petit bilan de l'année dernière, ils terminent avec un bilan de 6 victoires, 6 défaites. Bon, un bilan moyen, 50%. Ils font 3 victoires, 5 défaites en conférence. C'est normal parce que la SEC, c'est dur.
meilleure conférence, n'en déplaise à la Big Ten. 5-2 à la maison, mais 0-4 à l'extérieur, ça fait très mal. Ils n'ont pas de bol malgré qu'ils soient à 6-6 parce qu'ils étaient suspendus de la NCAA pour. Il me semble qu'il y avait des profs qui avaient fait les devoirs pour les élèves, etc. Je ne suis plus trop sûr, mais ils étaient suspendus de bol. La base en sec, hein. Peut-être meilleure que la Big Ten, mais la base en sec, les profs qui font les devoirs pour Enfin, les élèves. dans toutes les conférences, Elio. Oui, oui. En NCAA, quoi. Enfin bref, du coup, c'était suspendu 1 an, du coup, pas de bol. Ils ont plutôt bien commencé la saison avec 5 victoires et 1 défaite, et ensuite, c'était la dégringolade. Ça a été dur, en fait, notamment au niveau des blessures. Kelly Bryant, il a été le QB qui était un transfert de Clemson. Il a été un peu blessé, un peu banged up, comme on dit. Il était toujours plus ou moins blessé, il jouait un peu blessé. Le corps de receveur aussi, c'était décimé, c'était vraiment. Il jouait avec n'importe qui, c'était décimé. Et la ligne offensive qui avait bien progressé en début de saison, et ça s'est terminé plutôt mal. Donc, dans les départs clés, il y a déjà le coach qui était Barry Odom, qui était viré, qui était remplacé par Elijah Drinkwitz, qui était anciennement le coach d'Appalachian State, qui est c'est un très bon programme. L'année dernière, ils ont fait une seule défaite, il me semble. Donc, c'est un beau programme. Et ils ont recruté leur head coach. Donc ensuite, en tant que joueur, il y a Jordan Elliott, le defensive tackle, qui est parti au 24e choix du 3e tour chez les Browns. Il y a Albert Okwebunam, le tight end, qui est parti au 12e choix du 4e tour chez les Broncos. Il y a Kelly Bryant, le QB, qui n'a pas été drafté, mais qui est parti, et c'est quand même à noter. Ensuite, il y a il y a leurs 3 top wide receivers qui sont partis. Donc, bon, la passe, ça va être dur. Et il y a 3 starters sur la ligne qui sont partis. Donc, c'est un peu un renouveau avec un nouveau coach et beaucoup de joueurs partis à la draft ou partis ou qui ont diplômé. Donc, au niveau de la saison dernière, ils ont perdu contre Wyoming en ouverture, ils ont gagné contre West Virginia, Southeast Missouri State, ils ont gagné, victoire contre South Carolina, victoire contre Troy, victoire contre Ole Miss. Et ensuite, là, c'est part sur les défaites à Vanderbilt. Et Vanderbilt, ils sont nuls. Ça part sur une défaite à Kentucky, Georgia, Florida, Tennessee, et ça gagne contre Arkansas à la à la dernière semaine pour faire un 6-6. C'est dommage parce qu'ils avaient quand même bien commencé la saison. Donc pour l'année prochaine, en fait, il y aura le plus intéressant à Missouri, ce sera la compétition pour remplacer Kelly Bryant. Donc ça sera une compétition entre 4 QB normalement. En réalité 2, mais le coach il a dit que tout le monde était ouvert. Du coup, les 4 QB dans le rooster, ils sont ouverts. Donc il y aura Sean Robinson, le transfert de TCU. Il y aura Taylor Powell, ça fait 2 ans qu'il est remplaçant à Missouri. Il y aura Connor Bazelak, qui est redshirt freshman. Et Brady Cook, qui est freshman. C'est un true freshman. Il est 3 étoiles, 29e QB de la classe. Donc on verra. Moi, personnellement, je pense pour Powell, parce qu'il connaît déjà le programme, sachant que malgré que le coach il ait changé, il y a quand même beaucoup d'assistants coach, de coach de position, etc., qui restent en place. Donc il est connu déjà des coachs. Mais sinon, ça sera, si c'est pas Taylor Powell, ça sera Robinson. Et Robinson, son avantage, c'est que déjà, il a joué à TCU, mais surtout, il peut courir. Et un peu à l'image de Kelly Bryant, ça va pouvoir faire ouvrir un nouveau playbook. Donc, problème sur les QB. Ensuite, on aura le point fort de l'équipe, c'est les running backs. Donc, on a Larry Rountree, qui est le starter, qui a couru pour 830 yards l'année dernière et 9 TD, donc c'est plutôt pas mal. Et en backup, il y a Tyler Badie, qui est très intéressant à la passe, puisque l'année dernière, il a reçu 44 passes, donc c'est beaucoup pour un running back. Donc, le duo va pouvoir porter l'équipe en fait en attaque. Le point faible de l'équipe aussi, maintenant, c'est les wide receivers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les top 3 wide receivers de l'année dernière, ils sont partis. Enfin, les 3 premières cibles sont parties, donc ça va être très dur de trouver des nouveaux receveurs. Surtout après le départ d'Albert Okwebunam, qui avait une connexion avec Drew Lock et ensuite une connexion avec Kelly Bryant. Ils perdent 3 stations sur la ligne, comme j'ai dit, mais ils ont 3 juniors qui reviennent, donc ça fait quand même de l'expérience. Et ils ont des sophomores qui ont beaucoup joué en fin de saison l'année dernière,
Donc certes, ils n'ont pas été bons puisqu'ils ont perdu les matchs, mais ça fait quand même de l'expérience derrière. Et va falloir qu'elle soit forte, surtout sur la course, pour ouvrir les trous pour les running backs stars de l'équipe. Sinon, ça va être très très dur pour Missouri. Donc passons à la défense. Maintenant, la défense, ça va être le point fort de l'année, enfin de l'équipe cette année. Et un peu à l'image de l'année dernière, même si il y a Elliott, le defensive tackle qui est parti à la draft, la ligne elle reste solide et expérimentée, donc ça va être le point fort. Ensuite, au niveau du linebacker et du backfield défensif, ça sera dans la continuité de l'année dernière. Donc, ça sera quand même correct et ça sera le point fort de l'équipe, ça sera la défense. En ce qui concerne mes pronostics pour la saison, je suis pas du tout hypé par Missouri, je vous le dis honnêtement. Ils ont un calendrier qui est assez dur. Ils ouvrent la saison contre Alabama. Ensuite, ils jouent Tennessee, LSU, Vanderbilt, Florida, Kentucky, Georgia, South Carolina, Arkansas et Mississippi State. Et je suis tellement pas hypé parce que ça va beaucoup courir déjà et moi j'aime beaucoup le jeu à la passe. Mais sinon, même au niveau du talent qu'il y a, je suis pas hyper fan. Donc je vois un 4-6, 4 victoires, c'est 6 défaites. Forcément, ils perdent contre les gros Alabama, LSU, Tennessee, Florida, Georgia. Et je les vois peut-être même perdre contre Mississippi State ou Kentucky. Ça va gagner par contre à Vanderbilt, à South Carolina et à Arkansas. Euh, donc voilà, pas de ball. Peut-être même un 3 victoires, 7 défaites si jamais ils perdent contre une de ces équipes-là. Pas de ball et on verra en 2021 pour le nouveau coach, le temps qu'ils mettent en place ce qu'ils veulent. Merci Robin pour ta présentation de Missouri. Les Tigers, voilà, qui nous ont sorti quand même la draft, comme tu l'as dit, au Quick cette année, mais surtout Drew Lock la saison dernière, qui sera normalement titulaire du côté des Broncos de Denver, le quarterback. Donc l'ancien Tigers. Et d'ailleurs, Elio Okwuegbunam qui est aussi parti à Denver. Exact, ouais, Denver d'ailleurs, on en avait parlé, mais c'était, j'ai toujours trouvé que c'était la bonne affaire. Okwuegbunam qui était quand même reconnu comme un ancien premier tour. Là, il y a un an auparavant, finalement cette année, il est descendu plus bas, mais il avait une très bonne connexion avec Drew Lock, donc pourquoi pas recréer du Missouri dans le Colorado. On va passer. En excellent télé de la passe. Ouais. Et pour finir très rapidement avec Missouri, je suis pas hyper convaincu par Drinkwitz, pour être tout à fait honnête, en head coach. Parce que je pense qu'il profite. Il a fait qu'une seule saison à la tête de Appalachian State. Hein. Je pense qu'il a profité du très bon travail de Scott Satterfield les années précédentes. Et honnêtement, je pense que c'était pas forcément un très bon recrutement sur le long terme pour Missouri. Mais ça, c'est mon avis perso. Et vous pouvez ressortir les dossiers dans 5 ans quand ils seront champions national. Mais voilà, ça, c'est mon avis en 2020. Je me coupe les deux si dans 5 ans ils sont champions national. Sache-le. Très bien. On va passer à la preview des Kentucky Wildcats, les Wildcats du Kentucky qui seront présentés justement par notre ami Batou. Batou qui est vraiment notre expert team à ne pas supporter si vous aimez la gagne. Voilà. Ah bah, alors là, tu vois, Elio, je vais m'inscrire en faux parce que en fait, ça gagne finalement en ce moment. Kentucky, c'est un truc de fou quand même, puisqu'ils sont sur 4 années de bowl de suite. Chose quand même incroyable c'est vrai. Chose quand même incroyable pour une fac qui est quand même plus connue pour son équipe de basket et John Calipari, l'entraîneur. Mais finalement, depuis 4 ans, Mark Stoops a enfin trouvé la bonne recette pour gagner à Kentucky. Donc, comme je disais, 4 bowls de suite et même un plateau de 10 victoires en 2018. On se souvient de cette équipe menée par Josh Allen en poste de linebacker et Ben Ilsnes au poste de running back. L'année dernière, c'était un poil plus petit, un poil plus compliqué, hein, forcément, quand on perd ses 2 meilleurs joueurs. Mais ça finit quand même sur un bilan de 8-5. 4-4 en sec. Donc voilà, encore une fois, une bonne saison et une très belle victoire dans le Big Bowl contre Virginia Tech, une équipe qui est quand même pas si nulle que ça. Hein. Et donc voilà, donc tous les ingrédients sont là pour avoir une belle saison en 2020 avec quelques petites quand même points d'interrogation. On va y revenir tranquillement. Donc, on change pas d'équipe qui gagne. Donc, par Stoops, le frère de Bob Stoops, hein, vous vous souvenez, l'ancien entraîneur de la fac de Norman que je nommerai pas. Donc, Mark Stoops a décidé de pas changer ses coordinateurs. Donc, il a gardé les deux mêmes.
Au niveau des départs, il y a quand même le départ de Lynn Bowden qui faisait un peu tout en attaque l'année dernière, hein. Il a quand même remporté le trophée du joueur le plus versatile du pays. Si mes souvenirs sont bons, il a été drafté par les Raiders, un 3e tour, je crois que c'est ça. Yes, Et à c'est ça. noter, ouais. À noter aussi le départ de Logan Steinberg, le guard chez les Lions, lui au 4e tour, voilà, qui a une grosse perte pour la ligne offensive. Et au niveau des receveurs, Aman Wagner, qui était quand même le receveur un peu en profondeur de l'équipe, qui part aussi. Et là, ça va manquer cette année peut-être sur le jeu à la passe. Au niveau des arrivées, juste de nom comme ça, Joey Gatewood, un quarterback qui nous vient d'Auburn, un ancien recrue top 50 du pays, qui a jamais trouvé sa place chez les Tigers et donc qui a changé d'équipe. Donc pourquoi je parle de Gatewood, puisqu'il devrait être en concurrence pour le poste de quarterback titulaire. Et au niveau des arrivées là, en termes de recrutement pur, on peut nommer Justin Rogers, le defensive tackle, qui a été 4 étoiles en composite. C'est-à-dire si on prend tous les sites de recrutement et on fait une moyenne, il était 4 étoiles, mais sur certains sites de recrutement, il était 5 étoiles. Donc c'est quand même un très très gros recrutement individuel là, au poste de tackle. Donc Justin Rogers qui devrait, je pense, jouer cette année, puisqu'il devrait, il a le talent pour en tout cas pour jouer en tant que true freshman. Donc la question en fait qui se pose pour l'attaque de Kentucky, pour des Wildcats, c'est qui de Terry Wilson ou de Joe Gatewood va jouer au poste de quarterback. Terry Wilson que notre ami Robin connaît bien puisqu'il a commencé sa carrière universitaire à Oregon, et même c'est un joueur que je connais bien Absolument, ouais. parce que c'est un quarterback qui vient d'Oklahoma City et je sais que les Cowboys étaient, alors pas forcément à fond dessus, mais en tout cas qu'il y avait une offre de, de scholarship qui avait été donnée, etc., etc. Donc voilà, c'est un joueur que je connais depuis son recrutement au lycée. Donc il était parti à Oregon, il n'a pas fait sa place, il est parti en JUCO, et après la JUCO, donc il a signé à Kentucky. Donc c'est un joueur qui est quand même plutôt bon, alors assez parfois excellent, parfois voilà, mais très fragile aussi. Donc il a fini la saison 2019 blessé. Donc la question c'est de savoir s'il est revenu à son meilleur niveau. S'il est à son meilleur niveau, l'année devrait bien se passer pour Kentucky. Au pire, il y a Joey Gatewood, mais pareil, qui n'apporte pas forcément des très grandes garanties. Donc voilà, il y a quand même un gros point d'interrogation sur ce poste de quarterback. Mais contrairement à Vanderbilt où j'ai parlé tout à l'heure, il pourrait compter sur une des meilleures lignes offensives du pays, ni plus ni moins, c'est quand même mené par le center Drake Jackson, qui fait partie, qui pourrait très bien terminer dans une All-American Team à la fin de l'année, et aussi par les 2 tackles Landon Young et Darian Kinnard, qui eux aussi devraient faire au moins une All-Sec et voire une All-American. Voilà, 3 joueurs hyper prometteurs et sur qui on pourrait compter. Mais la question, c'est toujours pareil avec ces facs bonnes mais pas excellentes, c'est quid de la profondeur aussi. Parce qu'il suffit d'avoir 1 ou 2 blessés cette année ou 1 ou 2 cas de Covid et on se retrouve vite avec des joueurs qui sont soit inexpérimentés, soit tout simplement pas au niveau. Et là, c'est un petit peu le cas à Kentucky. Sur le papier, la ligne est très bonne, mais la profondeur n'est pas là. Derrière la ligne offensive, on a un gros trio de coureurs qui ont approché les 2 milliards à eux 3. Je vous en donne un seul parce que c'est celui qui va jouer en priorité. Il s'appelle Asimoros et en fait il est très bon bloqueur. C'est pour ça qu'il est vachement utilisé par Max Stoops, puisque il pourra permettre aussi à. Parce que je rappelle que faire des yards à la course c'est très bien, mais de temps en temps vous courez pas et il faut savoir bloquer le gros linebacker ou defensive end qui vous arrive dessus. Donc c'est quand même important d'être un peu versatile et c'est le cas d'Asimoros, donc qui est senior et qui devrait voir le terrain le plus souvent. Au niveau des receveurs, on pourrait parler de Josh Ali qui a fait un gros bell ball, hein, j'en ai parlé du bell ball tout à l'heure, mais pareil encore une fois, derrière on ne sait pas trop à quel sens vouer. Il y a des jeunes, mais c'est soit un peu, voilà, ça manque un peu de talent pur, soit pas assez d'expérience. Donc voilà, le gros souci, ça sera au niveau de ce poste de receveur qui, pour donner un coup de main à Josh Ali, pour faire des yards à la passe. Mais je pense que ça va quand même plus courir que passer, hein, parce que le trio de coureurs, comme j'en ai parlé, devrait avoir la priorité au niveau de l'attaque. Au poste de tight end, il y a pareil 2 tight ends à peu près du même niveau, pas très bons à la passe, mais plutôt au bloc, Justin Rigg et Keaton Upshaw. Ça, c'est pas étonnant de voir les 2 sur le terrain à la fois. Voilà, on sait que Mark Stoops aime utiliser ce genre de composition, donc ça, voilà, c'est à surveiller. Au niveau de la défense, il y a eu pas mal de pertes, mais finalement le cœur de la défense est de retour, et notamment le nose tackle Quinton Bohanna. Donc de la même façon que Vanderbilt, il joue sur une 3-4, et Quinton Bohanna, voilà, c'est un
un gros, voilà, c'est le nose tackle moderne par excellence. Il est puissant, il est costaud, il est aussi bon contre la course qu'en QB fraîcheur. Donc voilà, c'est un super beau joueur. Probablement d'ailleurs le meilleur joueur en défense du côté de Kentucky. Du côté de linebacker, on peut avoir Jamar Watson qui avait pris au poste de outside linebacker, qui avait pris un peu la place de Josh Allen l'année dernière, qui a sorti quand même 6,5 sacs et 11,1 tackle for loss. Donc des grosses stats hein, pour un linebacker, et qui devrait continuer sur sa lancée l'année dernière. Et si je vous ai donné un petit nom là à surveiller, c'est J.J. Weaver, qui pareil devrait jouer au poste de outside linebacker et qui devrait être la surprise de cette année d'après le retour des coachs sur les derniers entraînements. Alors c'est vrai que là cette année c'est un petit peu plus compliqué pour avoir des infos sur quel joueur, comme il y a un peu à cause du Covid, on a moins d'informations sur les camps d'entraînement de manière globale. Alors moi je sais que je vais parler pour Oklahoma State, moi j'ai moins d'infos par rapport aux années précédentes. Peut-être que c'est pour vous, c'est le cas un peu pour vous. Donc voilà, donc il y a pas mal de. Donc, bref, pour revenir sur Kentucky, a priori, d'après les retours, J.J. Weaver au poste de linebacker, ça devrait être un futur très grand. Du côté de la secondary, alors il y a beaucoup d'expérience, mais c'est hyper inconsistant. Alors, Yusuf Corker, le safety, ou Brandon Nichols, le cornerback, parfois on a l'impression que c'est des futurs Hall of Famer, et parfois voilà, des freshmen de high school. Donc, quand on joue contre des très grosses équipes, parfois ça ne pardonne pas. Mais c'est quand même un groupe avec de l'expérience. Kelvin Joseph, qui vient de LSU, devrait jouer un gros rôle cette année aussi, qui va aussi rapporter de l'expérience. Kelvin Joseph, qui était top 50 recrue aussi. Alors, je mets toujours des pincettes sur a posteriori, parce qu'on sait très bien que c'est pas parce qu'on était top 50 recrues en high school qu'on va forcément faire une grande carrière universitaire. Et quand ça a foiré une fois, j'ai tendance à penser qu'il y a toujours une raison derrière. Mais en tout cas, théoriquement, Kevin Joseph, d'après le retour aussi pareil hein, des entraînements et des médias, devrait jouer au poste de cornerback et rapporter un peu de talent et un peu de taille. Alors, on n'a pas trop parlé des special teams, mais là, je vais quand même, pour Kentucky, je vais quand même mentionner Max Duffy, hein, qui est le punter. Qui n'a pas joué l'année dernière, mais qui était quand même vainqueur du Reggae Award, qui récompense le meilleur punter en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc Kentucky peut compter sur son punter, et ça c'est toujours un plus. Au niveau du calendrier, alors les deux dates ont ajouté, c'était la réception d'Ole Miss et un déplacement bien casse-gueule, pour parler poliment, à Alabama. Donc, pour faire un petit bilan rapide sur leur emploi du temps, ils vont se déplacer à Auburn pour commencer. Ça, c'est un match qui va être très très compliqué. Réception des deux facs du Mississippi, donc Ole Miss puis Mississippi State. Déplacement à Tennessee, réception de Georgia, déplacement à Missouri, bye week, réception de Vanderbilt, à Alabama, à Florida, et réception de South Carolina. C'est quand même très très compliqué. Honnêtement, je pense que ça va être une très bonne équipe, mais un déplacement à Auburn, des réceptions de Georgia et déplacements à Alabama et Florida, ça peut très bien faire 4 défaites. Ça peut faire un 6-4, mais avec une équipe qui sera meilleure que son bilan le laisse à penser. Pour moi, c'est la troisième meilleure équipe de la SEC East, derrière Georgia et Florida, même devant Tennessee. Désolé, Vols France. C'est une bonne équipe, mais qui aurait profiter d'avoir une saison classique. Je pense que sur une saison classique avec leurs trois, je ne sais plus qu'ils avaient en match prévu avant le Covid, mais je pense que sur une saison classique, ils sont pas loin des 10 victoires comme en 2018. Donc une bonne saison quand même pour Kentucky, mais en deçà quand même mais sur un bilan qui sera décevant sur le papier, mais avec une bonne équipe. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste. On passe du côté de la Caroline du Sud avec South Carolina, les Gamecocks. Les Gamecocks qui vont être présentés par notre ami Robin d'Oregon. Robin, tu passes de l'Oregon à la Caroline du Sud, tu traverses les États-Unis. Comment ça se passe du côté des Gamecocks? Oula, alors ça se passe plutôt mal. L'année dernière, ils ont fini avec 4 victoires, 8 défaites. 3 victoires, 5 défaites en conf. Pas de bowl game, évidemment. Ils gagnent contre Georgia, c'est un peu leur highlight de la saison, parce qu'à part ça, c'est nul. Désolé, hein, mais à part ça, c'est nul. Donc, ils battent Georgia en double overtime. Et Georgia, à l'époque, qui était troisième, il me semble, c'est ça, à l'époque, ils étaient troisième, donc c'était plutôt un upset de fou. Surtout que c'est double overtime, et il y a les kickers qui manquent des kicks. Enfin, c'était
C'était un match assez fou, mais bon. Enfin bref, à part ce match-là, ils n'ont pas vraiment de highlights. Ils terminent leurs 3 derniers matchs avec un seul TD marqué. C'est moche. Et surtout, dans leurs 3 derniers matchs, ils jouent Appalachian State, Texas A&M et Clemson. Ils marquent 15 points contre Appalachian State, 6 contre Texas A&M et 3 contre Clemson. Bon, après, Clemson, c'est un peu normal. Enfin bref, en départ clé, ils ont beaucoup de départs à la draft. Ils ont Javon Kinlaw, qui est parti, le defensive tackle, qui est parti chez les 49ers au 14e choix du premier tour. Ensuite, ils ont le wide receiver Bryan Edwards, qui est parti aux Las Vegas Raiders au 17e choix du troisième tour. Et Bryan Edwards, en fait, c'est une grosse perte parce que c'est un des joueurs avec les plus prolifiques de l'histoire de la fac au niveau des yards. Et c'est un peu un des meilleurs receveurs de l'histoire de South Carolina. Ensuite, ils perdent le defensive end DJ Wonum au Vikings avec le choix 11 du 4e tour. Et ensuite, un peu anecdotique, mais bon, quand même à préciser, ils perdent le linebacker T.J. Brunson au 7e tour chez les Giants. Donc au niveau de l'attaque, ils vont être menés par le sophomore quarterback Ryan Elinsky, donc l'année dernière qui a fait une saison correcte, je dirais. Il y a quelques matchs où il a beaucoup galéré, mais à part ça, il y a des matchs où on a vu un peu de potentiel. En running back, ils vont avoir le true freshman Marshawn Lloyd, qui est le running back numéro 1 du pays. Donc ça me permet de glisser un peu que South Carolina recrute extrêmement bien. Tout à l'heure, Baptiste en parlait, il me semble qu'il disait que c'était le nerf de la guerre, le recrutement. Je ne sais plus si c'est Baptiste ou quelqu'un d'autre, enfin bref. Mais c'est vrai que South Carolina recrute très très bien. Donc notamment Marshawn Lloyd, le running back true freshman qui est classé meilleur running back du pays. Ensuite, par contre, ils ont un problème au niveau des receveurs après le départ de Bryan Edwards. Il n'y a que Shi Smith qui retourne en wide receiver. Shi Smith, c'est même pas un top wide receiver. Et à part ça, c'est très 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 léger. Donc pour en témoigner, le deuxième receveur qui sera wide receiver numéro 2, il a reçu que 19 passes en 9 matchs. Donc ça fait pas beaucoup. Passons à la défense maintenant, qui était déjà la force de South Carolina l'année dernière et qui le sera encore. C'est le duo de cornerback Horn et Mukuamu qui seront à regarder de plus près, notamment pour la draft, parce que Mukuamu, moi je le vois comme un bon petit prospect. Et ça va être la force de l'équipe, le secondary, même avec des safeties qui sont plutôt pas mal, ils sont assez bons. Il y a un LB qui a fait presque 100 plaquages l'année dernière, donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir construire. Et à noter aussi que Zach Pickens, la recrue 5 étoiles de l'année dernière, qu'on n'a pas vu beaucoup, donc j'espère bien qu'il va plus se montrer cette année. Et cette année, en parlant de recrutement aussi, il y a l'arrivée de Jordan Burch, qui est un 5 étoiles, qui est le 4e meilleur joueur du pays dans le classement top 300 de ESPN. Donc il y a beaucoup de bonnes recrues, ils ont beaucoup de 4 étoiles, ils ont pas mal de QB même pour 2022 aussi. Donc ça va être pas mal. J'aime beaucoup comment South Carolina recrute. Donc le coach c'est Will Muschamp et ça va être un peu son année. Les Américains aiment beaucoup ça, make or break, parce qu'en fait c'est l'année qui va être décisive. Ça va être si jamais il fait encore un bilan négatif, pour moi il va se faire virer et c'est sa dernière chance en fait de redresser la barre. Robin. Donc, oui. Ouais, petit spoiler, il va faire comme à Florida, ça va être le break. Non, sinon pour mon bilan, pas de ball évidemment. Donc l'année prochaine, ça sera assez dur pour South Carolina, notamment au niveau du calendrier, parce que le calendrier, préparez-vous, mouillez-vous la nuque. Ils accueillent Tennessee, ensuite ils vont à Florida, ok Vanderbilt, puis ensuite ils font Auburn, LSU, Texas A&M, Ole Miss, Missouri, Georgia et Kentucky. Écoutez, franchement, à part Kentucky et Vanderbilt, je vois pas où ils peuvent gagner un match. Peut-être Missouri, ils peuvent tenter d'en prendre, mais moi c'est très léger pour moi. Je pense que Missouri va gagner. Donc, moi, je vois un bilan de 2 victoires, 8 défaites. C'est très dur, mais c'est South Carolina, ils perdent pas mal de joueurs, mais et ils ont, enfin, je veux dire, joué Florida, Auburn, LSU.
c'est Georgia, Ole Miss, c'est très très dur. Même Texas A&M l'année prochaine, ils vont être plutôt bons, selon moi. Donc c'est 2 victoires, 8 défaites, ou dans le meilleur des cas, 3 victoires, 7 défaites. Voilà, je suis pas très hypé par South Carolina. Ils ont toujours des bons joueurs, mais ils font jamais trop rien. Voilà. Mais tu l'as tout de même bien souligné, quand même, bon recrutement, pas surprenant, mais bon recrutement en tout cas du côté de la Caroline du Sud. Merci Robin pour ta preview. Eh bien, on va passer à la dernière pour cet épisode. Et la dernière, eh bien, ce sont les Bulldogs de Georgia. Hein. Vous connaissez tous Georgia qui se retrouve très régulièrement en playoff ou aux portes des playoffs. Par où commencer avec les Bulldogs? C'est un peu compliqué. C'est une équipe toujours qui déçoit, on va dire, à la dernière minute. On les attend chaque année et puis ça déçoit. Les résultats de la dernière saison, eh bien, c'est 12 victoires pour 2 défaites. Et en conférence, donc en SEC, c'est 7 victoires pour une défaite. Donc les victoires, notamment, il y en a eu quelques grosses quand même face à des grosses équipes. Hein, Notre-Dame, Tennessee, Florida, Auburn. Et les 2 seules défaites, eh bien, c'est face à South Carolina, justement, et LSU au SEC Championship Game, hein, donc un peu la finale de la SEC, enfin la finale de la SEC même, avec une victoire à 37-10 pour Louisiana State. Au niveau des Bowls et de l'AP Poll, eh bien déjà, ils ont pu participer au Sugar Bowl qui se passait au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Hein, et ils ont battu 26-14 Baylor, qui était considéré comme la 7e meilleure équipe du pays la saison dernière. De leur côté, Georgia, ils ont terminé 3e au classement. Non, ils ont terminé 4e au classement AP Poll en étant prédit 3e en avant-saison. Donc, il reste quand même sur entre guillemets, le carré final de ce classement, mais finalement, un classement qui est quand même. Enfin, on le dit de temps en temps, mais qui peut être un peu sujet à controverse. C'est un peu, voilà, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Au niveau des mouvements de l'intersaison, eh bien déjà, il y a eu beaucoup de départs à la draft. Alors, je ne vais pas vous citer les titulaires qui ont été undrafted free agents et pris dans des équipes, mais je vais vous citer en tout cas tous ceux qui sont partis draftés. Bah, déjà, au premier tour, il y a les 2 tackles titulaires, Andrew Thomas et Isaiah Wilson. Andrew Thomas, qui était parmi plusieurs tackles, le premier à être parti au choix numéro 4 chez les New York Giants, tandis que Wilson est parti au choix numéro 29 chez les Tennessee Titans. Donc 2 grosses pertes pour la O-line. Le running back star d'Andre Swift, hein, qui était considéré comme un des 3 meilleurs running backs de la dernière draft, est parti au 2e tour chez les Detroit Lions. Le guard Solomon Kinley, qui est parti au 4e tour chez les Miami Dolphins. Le quarterback titulaire, l'ami de Guillaume, Jake Fromm, qui est parti au 5e tour chez les Buffalo Bills. Jake Fromm qui était attendu bien au-dessus, mais qui était aussi attendu pour faire une meilleure saison l'année dernière. Le tight end, Charlie Warner, ouais. Ouais, enfin, voilà. tu peux nous rappeler la principale info sur Jack Fromm pendant l'intersaison ou pas? On va... Il a eu quelques. Bon, vous irez chercher, mais en tout cas, il a eu quelques textes, quelques messages assez controversés avec des amis à lui. Voilà, on va pas mettre Jack Fromm sur une preview de Georgia. Aussi, du côté de la draft, le tight end Charlie Warner au 6e tour chez les 49ers, le linebacker Tay Crowder au 7e tour chez les Giants, encore une fois un deuxième joueur de Georgia du côté de New York. Et surtout, alors là, je l'avais pas dit, enfin j'ai dit que je citerais pas les free agents, mais enfin les undrafted free agents, mais Rodrigo Blankenship, le kicker star qui est parti du côté des Colts. D'ailleurs, on était assez étonnés de ne pas le voir partir avant la fin de la draft. Le head coach Kirby Smart, que vous connaissez tous, l'ancien défensif coordinateur d'Alabama hein, pendant un long moment, le meilleur ami de Nick Saban, en tout cas un de ses bras droits fidèles, qui reste pour sa 5e saison du côté de Georgia et du Sanford Stadium. L'offensive coach James Coley, l'offensive coordinateur James Coley, pardonnez-moi, qui est parti et qui est remplacé par Todd Monken, qui était l'ancien offensive coordinateur des Tampa Bay Buccaneers et des Cleveland Browns en NFL. Et puis d'Oklahoma State. Et d'Oklahoma State, bien entendu. on va y revenir justement à Monken juste après. Tu pourras d'ailleurs, je pense que tu me diras ce que tu en penses, mais on va y revenir juste après. Et Dan Lanning, le défensif coordinateur qui est là pour sa 2e saison. Au niveau des commits, eh bien, Georgia, c'est la meilleure classe nationale en 2020. Ce sont les numéros 1. Et ils étaient numéro 2 l'année dernière en 2019. Donc, c'est quand même énorme. C'est quand même... Alors, Kirby Smart, on peut le dire ce qu'on veut sur ce coach, mais c'est quand même un sacré recruteur. C'est quand même quelqu'un qui sait dénicher des prospects, les ramener. Ensuite, ce qu'il en fait, bon...
On va pas commenter, mais c'est vrai qu'en Ouais. tout cas, pour attirer les prospects, Il a rien des à belles dire. valises d'argent. Il a des belles valises d'oseille pour attirer les prospects. Après, je sais pas si. C'est vrai que Florida, ils ont pas d'argent. Hein. Les pauvres. Merci, Frère, Romain. nous, Une petite fac avec des petits on est une moyens. petite fac, on est là, quand on veut prendre un commit, on dit s'il te plaît, tellement on est gentil, tu vois. Pour les attirer dans le marais, dans le swamp. Donc, du coup, au niveau de la classe nationale, vous voulez bien savoir qui a commit chez les numéros 1. Eh bien, déjà en 5 étoiles, il y a Kelly Ringo, le cornerback numéro 1 du pays, Broderick Jones, le deuxième meilleur tackle du pays, Jalen Carter, le quatrième defensive tackle, et Darnell Washington, le deuxième athlète du pays. Et puis ensuite, des 4 étoiles, il y en a des tonnes. Je ne vais pas tous vous les citer, ça va ne servir à rien. Je vous donne les noms un peu principaux, mais il y en a vraiment des tonnes. Il y a Sherman qui est le deuxième outside linebacker du pays, Ratledge qui est le troisième offensive tackle, donc 2 offensive tackles du top 3. Hein. Milton qui est le running back numéro 7 du pays, Van Pran qui est le meilleur center du pays. Vous voyez la O-line qui arrive. Hein. Carson Beck qui est le 9e pro-style quarterback du pays. Au niveau des transferts, et c'est là où ça va devenir très très intéressant. Alors déjà, il y a Trey McKinney qui est un tight end 3 étoiles de Florida State. C'est vrai que le poste de tight end est un peu léger du côté de Georgia. Mais il y a surtout Jamie Newman, le quarterback titulaire de Wake Forest. Et ouais, qui vient, voilà, on l'apprend, on est actuellement le 2 septembre, hein, on est le soir, on vient d'apprendre que Jamie Newman ne se présentera pas, ne jouera pas cette saison et va se présenter directement à la draft 2021. On va y revenir juste après, vraiment juste après sur Jamie Newman. Et un autre transfert, c'est aussi la grosse surprise, c'est JT Daniels, le quarterback de USC, qui était un ancien 5 étoiles, le deuxième meilleur quarterback du pays à son époque, en 2018, je crois, ou 2019. 2018. Donc voilà, on devait s'attendre à une grosse guéguerre au poste de quarterback. Hein. Alors, déjà, je vais parler de l'attaque et des joueurs un peu à suivre en attaque. Hein. L'attaque, c'est quand même pas un point fort de Kirby Smart. Comme je l'ai dit, c'est un coach qui est à vocation défensive. Et surtout, là, je vais pouvoir en parler avec Baptiste, le nouveau offensive coordinateur, Todd Monken. Il prête quand même à question, hein, parce que c'est lui qui a, pendant plusieurs saisons, développé Jameis Winston du côté des Buccaneers. Et l'année dernière, il était dans le staff de Freddie Kitchens et c'était l'offensive coordinateur de Baker Mayfield, avec notamment OBJ, Jarvis Landry. Toi, Baptiste, sincèrement, les dernières expériences de Monken ne sont vraiment pas fameuses. Après, c'est du côté de la NFL. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que, attends, je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre qu'est-ce qu'un bon coach NFL et qu'est-ce qu'un bon coach universitaire. Et puis, moi, je vais défendre Todd Monken et je vais dire que partout il est passé en tant que soit head coach, soit offensive coordinateur, ou coach de quarterback ou receveur, enfin bref, toujours en attaque. Il a toujours fait du bon boulot en universitaire. Après être coordinateur offensif à Oklahoma State, il a été head coach à Southern Miss et ça s'est très bien passé. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que ça lui a ouvert les portes de la NFL. Mais c'est un très bon coach universitaire, alors pas forcément une NFL, c'est pas grave en soi. Hein. Nick Saban n'était pas un très bon coach en NFL. Donc, moi je pense que ça va le faire, hein, parce qu'il aura du talent tout autour du ventre. Euh, il y avait des rumeurs, hein, quand Sean Gleason a quitté Oklahoma State, dans le forum que je suis d'insider un peu d'Oklahoma State, il y avait des rumeurs comme quoi Todd Monken revenait et c'était un peu la folie, hein, parce que Todd Monken, c'est le coordinateur offensif de l'année 2011 d'Oklahoma State, où pour un kick loupé soi-disant à Ames contre Ohio State, Oklahoma State ne peut pas jouer le titre national contre LSU cette année-là. Et donc, forcément, les fans d'Oklahoma State gardent un excellent souvenir de Todd Monken. Et on l'aurait accueilli à bras ouverts, hein, s'il avait voulu revenir. Donc non, c'est une très bonne recrue de la part de Georgia. Pour finir très rapidement avec lui, les Tampa Bay Buccaneers, c'était quand même très compliqué avec Wilson. Et Cleveland Browns, c'est les Browns, hein, on sait que c'est le bordel total dans cette franchise. Et je pense que honnêtement, il a essayé de faire avec ce qu'il a plu, mais ça l'a pas fait. Mais voilà, je pense que ça va le faire avec Georgia, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Baptiste. Pistol firing. Hein. Après, à rajouter quand même, je pense que, après, comme tu l'as dit, il faut bien faire le distinguo NFL et NCAA. Mais Winston, c'est quand aussi Winston a été drafté.
Mayfield, c'est aussi une saison après qu'il soit drafté. Je pense que les équipes qui l'ont embauché cherchaient aussi, de son côté, à avoir la capacité de développer une attaque autour de jeunes quarterbacks, quoi. Mais bon, ça n'a pas pris. Et maintenant, il se retrouve quand même à un très bon poste en NCAA. Enfin, tu es offensive coordinator de Georgia, tu es quand même très, très bien. Cette année, justement, ce sera la Prosperade Offense. Hein. Il y aura un poste de running back pour remplacer d'André Swift, le running back sophomore Zamir White, qui était quand même un 5 étoiles, le meilleur running back de tout le pays en 2018. Encore une très grosse recrue de la part de Kirby Smart. Il y a le retour aussi du receveur qui est sophomore, George Pickens, 8 touchdowns l'année dernière, qui avait été exclu pour un coup de poing en plein match. Enfin, il s'était un peu grillé alors qu'il était vu comme c'était le meilleur pardonnez-moi, c'était le meilleur receveur de l'équipe, clairement. Et il sera accompagné. Bois-de-l'eau. Ouais. Je viens de le faire en plus. Elio, Oui. si je dis pas de bêtises, en running back, ils ont le petit frère du running back des Vikings, James Cook. Ouais, exactement. Dalvin. Oui, c'est ça, exactement. Et James Cook, l'année dernière, je crois qu'il avait planté 2 ou 3 touchdowns. Ouais, vraiment pas mauvais pour le coup, hein, lui. Hein. Vraiment, j'ai trouvé vraiment bon. Je crois que c'est plus un type qui casse un peu les lignes, si tu veux, qui prend les snaps quand il reste que quelques yards. Et du coup, donc oui, comme tu l'as dit, hein, donc James Cook qui va accompagner Zamir White, mais Zamir White qui sera normalement le numéro 1. Oui, normalement, ouais. Donc Pickens en receveur principal avec 8 touchdowns la saison dernière, comme on disait, et qui a été exclu assez bêtement. Il sera aussi accompagné de l'autre sophomore, Dominic Blakelock, qui était auteur de 5 touchdowns la saison dernière, donc une bonne escouade de receveurs. Le tight end titulaire devrait être Ryland Goller, qui est arrivé en 2019 et qui était un 4 étoiles. Donc ça y est, c'est son heure. Après, surtout le départ de Warner qui laisse de la place. La question, c'était qui va lancer. Voilà, jusqu'à ce soir, la question était qui va lancer. Ça allait se jouer entre Jamie Newman et entre JT Daniels. Et en plus de ça, je voulais organiser un petit débat avec tout le monde. Qui va lancer, à votre avis, cette saison, tout ça? Et Jamie Newman nous a donné sa réponse. Hein. Il a opt-out pour la saison. Il va se présenter directement à la draft. Alors, Jamie Newman, l'année saison dernière, c'était 26 touchdowns et 11 interceptions, plus 7 touchdowns à la course du côté de Wake Forest en ACC, ne pas confondre. Et cette année, il devait devenir quand même le titulaire un peu indiscutable pour essayer d'être drafté assez haut. D'autant plus qu'il aurait un peu pu profiter de la pandémie, un peu de ce contexte pour se montrer, parce que bon, il n'y a pas non plus toutes les équipes NCAA qui jouent, comme vous le savez. Et il s'est retrouvé. Sa décision est assez surprenante en fait, parce que sur certaines mocks, vu qu'il a transféré à Georgia, il y a des experts, en tout cas des gens qui prédisaient qu'il serait au premier ou deuxième tour. Moi, à mon avis, alors j'étais pas fan de ce choix-là, on n'était pas beaucoup à être fan, je pense, dans l'équipe de cette prédiction. Mais à mon avis, le fait qu'il opt-out, ça va complètement le faire dégringoler au niveau du draft stock, parce que ce qu'il a montré en une saison vraiment complète du côté de Wake Forest, c'est pas assez pour être quarterback, à prétendre être quarterback titulaire un jour en NFL, quoi. Enfin, à mon avis, il s'est fait battre par JT Daniels et il garde la face en disant finalement, je ne veux pas jouer cette saison, quoi. Enfin, là, si proche du début de saison, je suis pas. Enfin, il y a rien. J'ai aucune preuve ou quoi que ce soit que je avance, mais c'est le sentiment que j'ai par rapport à cette décision prise à moins d'un mois du début de la saison pour la SEC, quoi. Il a surtout, après, outre conviction personnelle, ou là, dans ce cas-là, peut-être très bien, mais il a surtout rien à y gagner à faire ça, en fait, parce que, comme tu l'as dit, il n'a pas assez prouvé, donc en fait, il a des qualités, évidemment, tu vois, mais pour moi, il n'a pas montré suffisamment pour prétendre, comme tu dis, à un poste de titulaire en NCAA. Après, est-ce qu'il n'a pas été hypé pas hypé, mais est-ce qu'il ne s'est pas fait un peu monter la tête par tous les gens, tous les experts, comme tu disais, qui l'annonçaient premier tour, il était, je crois, top 5 dans les odds pour être Heisman. C'est ça, en fait, il profite de cette hype, Guillaume, genre c'est ça, logique. Mais c'est ça, honnêtement, je trouve, à l'heure actuelle, ça fait un peu palmarès, j'ai transféré à Georgia, point. Quand tu vas arriver à la draft, qu'est-ce que tu as fait pour être quarterback dans notre équipe en NFL?
j'ai transféré à Georgia et les gens ont dit que j'étais bon à tout d'un coup, alors que si j'étais resté à Wake Forest, je serais resté entre guillemets dans l'anonymat. Donc, je trouve ça super étrange et pour moi, je pense plus soit conviction personnelle, où là, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je pense quand même plus, en raison sportive en tout cas, il s'est fait battre par JT Daniels, tout simplement. Enfin, je suis d'accord avec Baptiste. Je pense que ouais, moi aussi, c'est le ressenti principal. Je pense que Newman en a pris un coup dans son ego quand il a vu que Daniels décidait de transférer à Georgia. Donc, c'est-à-dire Daniels n'avait pas peur de la concurrence avec Newman quand même, parce qu'il fallait le faire. Daniels a transféré après Newman. Alors que Newman était annoncé titulaire, ça commençait déjà à parler de lui dans les draft boards, tout ça. Il y a sûrement une grosse part de vérité dans ce que vous dites. On le saura, je pense, dans un futur proche. De toute manière, les insiders de Georgia vont s'empresser de parler de tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on rate une belle compétition entre deux quarterbacks. C'est vrai qu'il avait l'occasion de montrer qu'il pouvait briller avec une grosse équipe. Vu que Georgia avait, entre guillemets, pour lui, la chance de jouer cette saison, en automne en tout cas, voilà, comme l'a dit Baptiste, c'est vrai que ça peut porter à... Enfin, on peut se demander si au niveau du poste titulaire, il ne s'est pas fait doubler par JT Daniels. JT Daniels, lui, qui est un ancien quarterback 5 étoiles, hein, comme je disais, qui avait choisi USC, qui est de Californie, je crois d'ailleurs. Il avait, pour sa première saison en tant que freshman, lancé 14 touchdowns pour 10 interceptions. Et puis, il avait une grosse blessure l'année dernière, je crois que c'était au niveau des ligaments, qui lui avait pas permis de jouer. Du coup, il est quand même considéré comme un futur quarterback star, vraiment. Hein. Lui, c'est quelqu'un... Voilà, on en parle comme un mec qui peut être drafté au premier tour réellement quand il pourra se présenter à la draft. Donc voilà, moi je pensais qu'il allait falloir faire un choix. Finalement, non. Derrière, en remplaçant, on aura sûrement Carson Beck, hein, qui est le nouveau, comme je le disais, qui vient de commit du côté de Georgia, hein, qui est le 9e pro-style du pays. Donc voilà, mais normalement, JT Daniels qui devrait s'installer aux commandes de l'équipe de Georgia en espérant que ça se passe bien et qu'il n'ait pas de rechute au niveau de la blessure. Il faudra aussi remplacer les deux takers titulaires, hein, donc les anciens takers titulaires, Andrew Thomas et Isaiah Wilson. Hein, donc il y a quelques noms derrière qui ressortent, hein, Truss, McClendon, Jones. On verra bien qui sera sur le line, mais c'est vrai qu'il y a toujours, de toute manière, au niveau des commits sur ces dernières saisons, la O-line de Georgia est superbe, quoi. Il n'y a rien à dire. On va passer à la défense et les joueurs à suivre en défense. Hein. C'est une énorme défense de toute manière. Voilà, comme on l'a dit encore une fois, Kirby Smart, c'est un coach à vocation défensive. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même parmi de nombreux joueurs qui sont 5 ou 4 étoiles, hein, sur toute la défense. Donc voilà, c'est un gros morceau, c'est balèze à passer. Les leaders défensifs cette année, ça sera surtout au poste de linebacker avec le senior Monty Rice, hein, qui est vraiment pressenti pour être le linebacker de l'équipe. Mais surtout, il y a Nolan Smith qui joue DN, outside linebacker, qui était lui le premier joueur 5 étoiles de tout le pays, tout poste confondu, voilà, en 2019. Nolan Smith, donc, qui devrait avoir une énorme saison si son potentiel se confirme. Il y a aussi le linebacker sophomore Aziz Ojulari qui est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'il a été auteur de 5,5 sacs la saison dernière. Donc pour un linebacker, c'est que c'est très agressif. Et il y aura surtout une très bonne escouade de defensive back, hein, avec surtout en tête d'affiche. Décidément, j'arrive plus trop à parler sur les podcasts en ce moment. Hein. Je sais pas, vous me faites tourner la tête, c'est peut-être notre ami de Floride, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette escouade DBs, il y aura en tête d'affiche le seigneur Richard LeCombs, qui est pressenti pour être en premier tour, ou en tout cas au deuxième tour de la draft en 2021. Et le sophomore Lewis Cine, que j'aime beaucoup, hein, ils seront aussi accompagnés du cornerback DJ Daniel, qui était le cornerback numéro 2 en JUCO en 2019, voilà, qui a été auteur d'une bonne saison la saison dernière et qui doit confirmer son potentiel. Donc comme d'habitude, hein, la défense du côté Georgia, ça devrait être le point fort du programme. Et surtout, faut bien se dire que l'année dernière, elle permettait pas aux adversaires de passer plus de 2 touchdowns par match en moyenne. Vraiment, la seule équipe qui a un peu fait péter cette défense, c'est LSU. Parce qu'à LSU, on a bien vu qu'ils n'ont pas fait péter que la défense de Georgia. Au niveau du calendrier, eh bien, ça commence par un déplacement à Arkansas. Ensuite, match à domicile face à Auburn, face à Tennessee, déplacement à Alabama et Kentucky.
La rivalité face à Florida qui se déroulera du côté de Jacksonville dans le stade des Jaguars. Déplacement à Missouri. Match à domicile face à Mississippi State. Déplacement à South Carolina. Et match à domicile pour conclure la saison face à Vanderbilt. La projection, 8 victoires, 2 défaites. Alors, défaite face à Alabama. C'est pas facile à me dire, mais défaite quand même face à Alabama. Et là, j'ai pas mal hésité, mais défaite face à Florida. Je pense que Florida seront quand même mieux armés. Et c'est pour toi, Guillaume. Celle-ci, elle est pour toi. Et je pense qu'on va mater le match Tu ensemble. es un homme bon. Ouais, je pense Tu es un homme bon, Elio. je pense qu'on va regarder le match ensemble. Donc, si j'avais prédit une défaite de Florida, tu m'en aurais mis plein la tête toute la soirée. Donc voilà, je préfère assurer mes arrières. Tu fais bien. Donc, une projection, 8 victoires pour 2 défaites. Et les enjeux de la saison, eh bien, c'est aller en SEC Championship au minimum. Enfin, pour moi, il est hors de question qu'il se passe autre chose du côté des Bulldogs. Enfin, c'est ça leur objectif, quoi. C'est l'objectif et surtout, c'est Kirby Smart qui doit sauver sa peau parce qu'après 5 saisons, je pense que le programme commence à en avoir marre de ne pas se retrouver en finale, tout simplement, des college playoffs. Donc voilà, j'avais aussi mis en autre enjeu de trouver le quarterback titulaire dans cette saison qui s'annonce particulière. Le quarterback titulaire a été tout trouvé du côté des Bulldogs de Georgia. Les amis, je pense qu'on a terminé pour la preview de la SEC East, mais avant ça, comme d'habitude, nous allons essayer d'établir un classement. Et ce classement, il va démarrer. Eh bien déjà, j'aimerais avoir l'avis de notre grand prêtre, Baptiste. Dis-nous, qui mettrais-tu en premier? Florida, Georgia, Vanderbilt? C'est une vraie Vanderbilt, bien sûr. Non, c'est une vraie bonne question, puisque honnêtement, je pense que Newman. Je pensais que Newman allait être titulaire pour Georgia parce qu'il allait apporter un peu plus de sécurité par rapport à JT Daniels qui sort quand même d'une grosse blessure. Et je pense que ça reste un pari. Alors, bon, peut-être qu'il est très fort et qu'il est revenu à 100%, je lui souhaite en tout cas, parce que c'était quand même un super joueur à USC. Honnêtement, je pense que Georgia a encore un peu un avantage en termes de talent pur sur Florida. Donc je vais quand même laisser Georgia devant Florida, mais je pense que l'écart se resserre. L'écart se resserre entre les deux programmes. Mais je ne serais pas surpris si Florida termine devant Georgia. Juste, The Lonesome Cowboy, Twitter, bloqué, confirmé. Voilà. C'est bon. Attends, j'ai mis les formes, j'ai pris des pincettes, etc. Et puis j'ai fini, je t'ai bien brossé dans le sens du poil, enfin des écailles plutôt. Ça va, je rigole. Il est susceptible, hein, il est susceptible. Avant de donner la parole à ce sujet, Guillaume, je vais demander à Robin et Augustin, qu'est-ce que vous pensez, vous quelle équipe numéro 1 pour la SEC East? Florida. Mais de toute façon, ouais, Florida va aller en playoff NCAA s'il y en a, donc ils ont obligatoirement SEC Championship. Invité à la liste de mon mariage, Robin, Gus, Elio. Je vais pas donner mon avis encore. Bah si, tu nous as donné la victoire contre Georgia, donc oui. deux défaites à Georgia. Je reste quand même comme Baptiste. Georgia, quand même, il y a un côté où je les mets devant, mais il y a un côté où Florida, ça ne m'étonnerait pas du tout. Après, je vous ai donné la victoire. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup hésité. Les deux ne me surprendraient pas, en tout cas. Voilà. Et pour toi, donc, Florida, on imagine, tu as un petit truc à ajouter? Non, en vrai, moi, je mets Florida en 1, Georgia en 2, et pas South Carolina, je mets Kentucky en 3. Alors, en 3, pour mon top 3. Kentucky pour tout le monde ou quelqu'un avec une autre team? Tennessee, ça m'intéresserait. Moi, je mets quand même Tennessee, parce que Kentucky, pour moi, ça, Baptiste il l'a dit, mais ça me paraît un peu léger. Ça va jouer entre les deux. Mais... pour moi, ça va vraiment dépendre de si un quarterback se prend vraiment un ascendant du côté de Kentucky, parce qu'ils peuvent pas refaire une saison, parce que déjà ils ont plus ce joueur, mais ils peuvent pas refaire une saison avec on va dire Allen Bowden, qui était le receveur numéro 1, qui a dû passer quarterback. En gros, mais les mecs, les Wildcats ont joué du Wildcat QB toute l'année, quasiment. Donc ça, tu pourras pas le refaire 2 fois, donc il faut vraiment que tu aies un starter qui se dégage, franchement. Et Terry Wilson. Je pense aussi, mais parce que Terry Wilson s'était blessé l'année dernière, si je dis pas de bêtises.
Et donc je pense que ça sera Terry Wilson, et je pense qu'avec Terry Wilson, ils peuvent passer devant South Carolina. Pour vous, Baptiste Augustin? Alors, comme je dis que je crois en Kentucky, mais la saison va tellement être bizarre. Je pense qu'on va avoir des cas de Covid et des choses comme ça qui font qu'il y aura des joueurs qui pourront pas jouer. Et les équipes qui seront le plus deep, hein, tout simplement, vont plus performer que les autres. Donc c'est pour ça que je mets peut-être les Tennessee Volunteers avant Kentucky, parce que sur le papier, ils ont un peu plus de talent que les Wildcats. Comme je disais dans ma preview, sur une saison classique, je pense que cette saison-là, elle n'est pas du tout favorable aux Wildcats. Donc je vais dire Tennessee, mais d'une courte tête. Moi aussi, pour la même raison. Enfin, principalement le fait que Tennessee, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment en attaque, autour de Guarantano, des receveurs et des running backs, t'as que des mecs très talentueux. Au contraire, enfin, je dis pas qu'à Kentucky, il n'y en a pas, mais c'est des joueurs qui ont au départ on va dire un faible potentiel, bon, même si ça veut rien dire. Ce sera beaucoup plus difficile de s'inscrire dans la continuité avec ces joueurs-là, comparé aux joueurs de Tennessee. Donc, je pars sur Tennessee 3e, moi. Alors pour l'instant, on dégage un trio de tête, Florida, Georgia, Tennessee et ensuite Kentucky en 4e. 5e, les amis, pourquoi South Carolina? Bah Non, après, je pense, tu vois, c'est le bas fond c'est le fond du panier. Mais South Carolina. je mets Mizzou un peu. Moi, je mets Mizzou avant South Carolina. Ah oui, bah moi aussi, hein, clairement. Bah, je l'ai mis dans la preview en plus. Qu'est-ce que je suis con. Oui, oui, non, effectivement, ouais, c'est Mizzou et ensuite South Carolina et on finit avec le Avec meilleur Vanderbilt. programme de tous. Ouais, mais sachez que si vous allez à Vanderbilt, que vous n'êtes pas un joueur de foot, comme le disait Baptiste, ça vaut beaucoup plus sur un CV que les facs qui ont été cités beaucoup plus haut. Mais Donc, il faut aussi savoir, Vas-y. savoir que si tu es joueur à Vanderbilt, tous les samedis, tu entends ça. Voilà, ça c'est l'ambiance tous les samedis dans le terrain côté de Vandy. Il y a plus de joueurs sur le terrain que dans les tribunes. On vous le dit. Ah bah, il y a plus de mecs sur le terrain que dans les tribunes, donc à partir de là, c'est compliqué. Hein. Très Mais compliqué. si quelqu'un s'engage à ouvrir à Vanderbilt France, ce sera avec plaisir qu'il sera accueilli sans toutes ces blagues. L'année prochaine, on devrait faire des paris et le perdant, il va avoir un match à Vanderbilt. Ah bon, moi, mais l'avantage, c'est que c'est un des stades où tu as le plus de chances de passer à la télé en étant dans les gradins. Hein. Vous êtes 4. En plus, c'est dans le toujours Tennessee, bien placé. C'est sympa le Tennessee, c'est le berceau de la musique. Oh, vous êtes vilain. Puis tu es toujours bien placé, hein, parce que ah bah, devant toi. Je peux t'assurer que, comme je vous disais en off, les places au Flash de la Courneuve, en plus, sont plus chères qu'à Vandy. Donc, et c'est pas cher au Flash. Alors ça y est, là, ça y est, l'épisode, ça y est, on a parlé de Florida, on a parlé des Flashs de la Courneuve, ça y est, il a voulu tout nous regrouper dans le même ça y est, épisode. Mais je t'ai dit, c'est mon épisode, je fais ce que je veux, vous avez rien le droit de me dire. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Donc, on s'approche vers un trio de tête Florida, Georgia, en tout cas un des deux, forcément. Et derrière, sûrement les Volunteers de Tennessee. Encore une fois, allez suivre notre ami Vols France sur Twitter. N'hésitez pas à nous poser des questions comme d'habitude. Encore désolé pour ce petit retard au niveau des previews. Hein. Comme je l'ai dit, c'est les vacances, c'est surtout où on apprend tous les jours. Comme vous pouvez voir, des fois, c'est un peu décousu. On a des infos. On est en train d'un peu bégayer sur des choses parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude que les calendriers ou les conférences soient formées de cette manière. Donc, il faut un peu s'adapter à la situation et du coup, ça prend un peu de temps et de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais là, on est de retour, c'est la rentrée pour tout le monde. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés comme d'habitude. N'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. Et le mot de la fin, eh bien, c'est Vive Florida, je pense, pour Guillaume, ça lui fera plaisir. Et Jamie Newman, donc, qui ne sera pas présent en college football, qui ne sera plus présent en college football et qui se présente directement à la draft 2021. En tout cas, merci et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Allez, ciao.